La chronique judiciaire de Michel Zerbib, le procès du 13 novembre 2015, c'est tous les matins sur Radio J. Bonjour Michel. Bonjour Ilana. Alors on parle évidemment ce matin de la reprise possible du procès ce jeudi 6 janvier. Michel, pas encore officiel, vous allez nous le dire, après la contamination au Covid du principal terroriste encore en vie, Salah Abdeslam. Il y a déjà eu de nombreuses audiences en tout cas, au cours desquelles se sont exprimés plus d'une quinzaine d'enquêteurs, des Français de la DGSI, des Belges de la police fédérale et un Autrichien notamment. Malgré les critiques et les failles, ces audiences nous ont quand même beaucoup appris, Michel. Absolument, Ilana. Alors sur le point que vous venez de souligner sur Salah Abdeslam, en effet, selon les derniers examens médicaux, il serait en capacité de venir au procès, assister à l'audience, mais il peut aussi lui-même renoncer à se présenter comme il l'a fait avant le mois de décembre, considérant que notamment les conditions de sa défense ne sont pas remplies. Alors on le disait, on va essayer de faire aujourd'hui un petit bilan et des réflexions sur cette audience et cette séquence qu'on appellerait un peu austère du procès qui venait après les extraordinaires témoignages des parties civiles, qui nous a invités à quelques réflexions. Il faut sans doute rappeler que c'est une idéologie de mort qui a rendu possible l'horreur du 13 novembre et qui nous permet de comprendre, certes, ce procès est d'abord celui d'accusés, qui bénéficient donc de la présomption d'innocence et dont la responsabilité sera évaluée sur les faits qu'on leur reproche. Il ne faut pas perdre de vue cela. Ouais. Mais ces exposés étaient cruciaux, car c'est comme si on analysait le procès de Klaus Barbie, le nazi, sans évoquer le fondement national-socialiste. Le procès du génocide rwandais, par exemple, sans les théories génocidaires. Oui, la question de l'islamisme a déjà été donc abordée devant les assises de Paris, notamment par la voix des commissaires de la DGSI, qui replaçaient les faits dans leur contexte. Elle le sera, il faut le dire, de nouveau dans les semaines et les mois à venir. Cette dimension, Michel, est déjà apparue, il faut le dire, dans les déclarations des accusés, notamment dans les gardes à vue et dont la Cour a eu connaissance. Absolument, et cité ces dernières semaines par ces enquêteurs, des mots déshumanisants, le mécréant, comme les nazis d'ailleurs parlaient de sous-hommes. On a entendu le propos d'un accusé expliquant que l'État islamique, c'était l'islam qui fonctionne, le bon islam. Un adultère, c'est la sanction, la lapidation. Les homosexuels, on les monte au 6e, on les jette dans le vide, on coupe la main des voleurs. Un autre avait dit qu'on peut battre un enfant pour lui apprendre la vraie foi. On crache sur les femmes rebelles et désobéissantes d'Europe. Un troisième, et je ne vais pas tout citer, qui disait en 2016 « Je suis un soldat de Daesh, j'adhère à sa philosophie » et en faisant allusion à Charlie Hebdo, et 4 ans avant la décapitation de Samuel Paty. La sanction pour celui qui se moque du prophète, c'est la mort. On parlera aussi des attentats à suicide qui rendent Allah content ou les mécréants ennemis. En fait, tout cet arsenal islamiste a permis sans doute de rentrer dans cette circonstance assez particulière que les policiers ont détaillée. Mais en révélant à connaissance a posteriori, on comprend aussi qu'on n'en a pas fini avec ce fléau. Alors on fait donc le bilan ce matin avec vous. Michel, quel autre constat pouvons-nous faire de ces dernières semaines de procès sur cette question justement du terrorisme islamiste ? Alors sans doute que le terrorisme islamiste n'a pas touché seulement les corps et les esprits, mais aussi les institutions de la République. On trouve normal maintenant l'exception. Depuis des années, le défilé de policiers français absents du tribunal, anonymisés, témoignant sur un écran d'ailleurs opaque, crée le malaise. Ces mesures, rappelons-le, sont nées du massacre de Magnanville avec 2 policiers, un couple égorgé, et les attentats répétés contre les forces de sécurité intérieure, 12 morts, 33 blessés depuis décembre 2014, mais aussi la défense dans ce procès qui crie que ces conditions la handicapent dans ces questions aux témoins enquêteurs. C'est ce qu'on peut retenir aussi sur cette question. Alors, au-delà du rappel de l'idéologie mortifère de l'islamisme dont vous venez de parler, Michel, ce mois d'audition des enquêteurs ont cruellement montré des failles aussi dans la coopération européenne. Oui, c'est sûr, Ilana, ces auditions ont prouvé que les terroristes s'étaient joués des frontières en empruntant la route des migrants et d'autre part que la coopération entre pays européens était très insuffisante. Même si la coopération s'est intensifiée ces derniers mois, le problème d'ailleurs est ancien puisque l'attentat du RER du Port-Royal, c'était en décembre 1996, c'était de vague d'attentats en France, avait été perpétré par un commando venu de Belgique et reparti à Bruxelles aussitôt après les faits. Et quant aux frontières européennes, un expert du terrorisme, on en parlait aussi hier, soulignait donc récemment qu'elles demeuraient largement perméables. Et Patrick Calvar, de reconnaître, lui l'ancien patron de la DGSI, de reconnaître qu'un autre 13 novembre est toujours possible. Alors aujourd'hui, ça va être, j'espère, la place à l'audition des terroristes sur les faits. C'est possible, mais pas sûr. Eh bien, on suivra en tout cas avec vous tout cela. Merci beaucoup, Michel Zerbib.
Bib, la chronique du 13 novembre 2015 à retrouver en podcast sur notre site internet radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. À demain, Michel.